Très bien, mais ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc moi, en effet, je suis Dr Audier. Je suis médecin neurologue au CHUM, spécialisé en maladies neurovasculaires, donc en AVC. C'est ce que je fais au quotidien, de voir des patients qui souffrent d'AVC. Et l'AVC, donc, c'est une pathologie qui touche le cerveau, qui implique la plupart du temps un caillot qui peut se former dans le cœur, dans d'autres artères ou même des fois dans le cerveau, puis qui va bloquer une artère du cerveau. Donc la partie qui est au-delà de cette artère ne reçoit plus de sang et les cellules du cerveau vont mourir et malheureusement meurent assez rapidement. Donc l'AVC donne certains symptômes en effet qui sont assez caractéristiques et plus on agit vite comme ça a été dit, plus le traitement est possible et plus on a de chances que la récupération soit meilleure et laisse moins de séquelles. Donc, si on peut parler des signes peut-être déjà de l'AVC, on a parlé de l'acronyme FAST, qui est l'acronyme en anglais. Il y a toute une campagne de sensibilisation par la Fondation des maladies du cœur qui a fait un acronyme en français pour le Québec. Donc, c'est l'acronyme VIT. Donc, V pour visage, I pour incapacité, donc en fait surtout la chute du bras, T pour trouble de la parole, et puis E pour extrême urgence, parce que il faut réagir le plus vite possible. Donc, l'AVC, comme c'est un caillot qui arrive dans le cerveau, en général, c'est un déficit ou un problème qui va être subi. Donc, c'est pas quelque chose qui s'installe sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc, en général, c'est tout d'un coup, le patient ressent des symptômes qui peuvent être donc en effet une faiblesse, une perte de vision, une difficulté à parler ou à parler tout croche. Là. Des fois, on peut croire que les patients sont confus, mais les mots sortent tout croche. On peut avoir des problèmes de sensibilité aussi qui vont toucher un hémicorps la plupart du temps, ou une incapacité à marcher avec des gros vertiges. Donc, le cerveau étant séparé en deux, en fait, en général, ça va toucher la partie opposée. Donc, c'est un déficit qui va toucher un hémicorps et qui arrive subitement. Donc ça, c'est, je pense, les principaux signes d'AVC. Et malheureusement, la plupart du temps, l'AVC, ça fait pas mal. Donc, le problème, c'est que les gens ne reconnaissent pas et n'ont pas tendance forcément à aller chercher de l'aide rapidement. Il y a aussi le problème que des fois, ils sont pas capables de parler ou pas capables de bouger, puis ils sont paralysés, donc ils sont pas capables d'aller chercher de l'aide, et ce qui amène des délais dans la prise en charge de l'AVC et qui retarde la possibilité de traitement. Donc ça, c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on vit au quotidien. Mais c'est aussi vrai que comme les gens ne reconnaissent pas, il y a des gens qui vont se coucher, même en étant paralysés, en disant demain ça ira mieux. Et le lendemain, quand ça va pas mieux, on peut plus rien faire en fait pour essayer d'aider les patients qui vivent un AVC. Donc, c'est ça, l'AVC. Donc, quand je parlais d'extrême urgence, on dit chaque 15 minutes qui passent, c'est 4% de chance de moins de récupérer. Donc, 15 minutes, là, ça passe très vite, hein, et donc, c'est pour ça que l'AVC est traité souvent comme une extrême urgence, juste après l'arrêt cardiaque, là, et certaines autres pathologies hyperurgences. Mais donc, chaque minute compte, et donc, on a des protocoles qui sont organisés pour prendre en charge le plus vite possible les patients. Mais évidemment, il faut que le patient ait appelé ou sa famille puisse avoir appelé les secours pour que tout s'enchaîne et se fasse rapidement. Donc, les campagnes de sensibilisation, récemment, ça a été fait de manière peut-être un peu plus traditionnelle avec la Fondation Maladies du cœur, via les journaux, la télévision, la radio. Il y a eu plusieurs aussi des émissions télévisées où on sensibilisait à l'AVC, mais c'est vrai que tout ce qui est capable de sensibiliser les gens pour qu'ils appellent rapidement au moment de l'AVC est super intéressante. Et puis, peut-être la réalité virtuelle pour avoir une place dans ce contexte-là pour que les gens réalisent mieux et aussi ensuite sachent quoi faire. Parce qu'il y a les familles, les proches, mais il y a aussi les professionnels de la santé, les ambulanciers. Il faut qu'ils reconnaissent que c'est un AVC pour aussi mettre en place les bons protocoles. Et des fois, il y a certaines choses qu'on peut faire justement pour bien reconnaître. Et je pense dans l'application, c'est certaines choses qui vont demander de faire parler, ils vont demander justement de lever le bras pour voir s'il est faible ou pas. Donc, il y a des gestes qu'on peut faire pour faire sourire, pour voir si le visage est symétrique ou pas. Donc, on va demander, et si on voit les anomalies, là, ça peut confirmer que c'est une suspicion d'AVC, puis on peut réagir rapidement pour prendre en charge ces patients. Donc, je pense que la réalité virtuelle, pour avoir peut-être
faire réaliser plus clairement, plus concrètement, si on est en virtuel, là, les symptômes, plutôt que juste dire, bon, bah, faites sourire, puis vous voyez la symétrie du visage. Quand on n'a jamais vu c'est quoi une asymétrie, peut-être c'est moins parlant peut-être pour les gens. Et c'est peut-être l'intérêt d'avoir des applications comme ça, même s'il y a, je pense, des grands défis dans l'application et dans l'utilisation de ces genres d'applications. Merci Emmanuel, merci au RSPQ en tout cas pour l'invitation. Moi je suis Nicolas et oui, comme Emmanuel disait, donc je gère une agence ici qui est digitale et médicale. Donc nos projets c'est souvent avec l'industrie pharmaceutique et on travaille beaucoup avec la réalité virtuelle en ce moment parce que c'est quelque chose de vraiment actuel et vraiment intéressant. Donc probablement plus sur des problématiques un peu plus commerciales pour en apprendre un peu plus sur une pathologie ou sur une nouvelle molécule. Mais on a aussi ces problématiques de santé publique, typiquement sur le diagnostic, la prévention de certaines pathologies, et l'AVC en est un très très bon exemple. Nous, on n'a pas travaillé dans l'AVC, récemment on a travaillé dans les détresses respiratoires, mais la réflexion sur les projets est un peu la même. Et donc c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui la discussion est intéressante, c'est parce qu'on a une application vraiment vraiment pointue de cette nouvelle technologie qui est la réalité virtuelle, avec un but qui est là typiquement la détection de signes avant-coureurs de l'AVC. Comme disait Dr Audier, clairement l'urgence, enfin, le caractère urgent fait tout dans cette condition. Donc si on a été mis dans un environnement qui nous a un petit peu, qui est très immersif avec le côté réalité virtuelle et qui nous a montré tout ce qu'on devait faire, devait savoir identifier, peut-être que oui, on va pouvoir réagir plus vite et sauver ces 4% à chaque 15 minutes. Donc voilà, il y a ce côté vraiment très, très, très pointu. Et juste avant d'expliquer un petit peu, nous, notre quotidien, quand on réfléchit sur des animations de réalité virtuelle comme ça, je voulais faire un petit défocus sur la technologie et juste rappeler que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui nous touche tous en ce moment. Maintenant, il y a 2-3 ans, personne ne l'avait vraiment essayé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui évolue très vite. On est sur une diffusion qui est de plus en plus grosse. Mais c'est pas juste une technologie qu'on connaît depuis 2 ans. On a tous vu des références dans les films, dans la science-fiction, dans les choses comme ça, dans les années 80-90, où on nous parlait déjà de réalité virtuelle. Alors, on le conceptualisait pas forcément, mais on en entendait parler. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, c'est vraiment concret. Il y a des applications partout. Alors, beaucoup dans le jeu vidéo, dans le côté divertissement. Parce que c'est vrai que ça a quand même un effet waouh, hein, c'est assez intéressant, et même dans les projets de santé, cet effet waouh, il est quand même intéressant, parce que justement, il va nous ancrer dans un scénario, et ça va vraiment agir sur la mémorisation du message, donc typiquement ici, fast ou vite, le fait que, on est dans un environnement nouveau, assez incroyable, peut-être que ça va jouer sur la rétention du message qui est vraiment important, donc c'est important. Et donc voilà, donc c'est en ce moment une mode, mais qui a des applications réelles, et en santé, clairement, c'est peut-être l'un des domaines où en ce moment, avec la technologie qu'on a, on a les plus grosses applications. Par contre, on est encore limité par certaines choses, et si on essaye de créer, conceptualiser un programme de réalité virtuelle en ce moment, par exemple si on prend cette application donc de diagnostic pour la réalité virtuelle, pour le dépistage des signes de l'AVC, le premier point évidemment qui nous limite, c'est le côté technologie. On est clairement limité par le masque, on est limité par l'ordinateur, on est limité par vraiment le côté hardware, donc le matériel, le côté software aussi, donc le logiciel qui va permettre de créer l'animation, mais on est limité par ça. Ce qui est assez intéressant par contre sur ce point-là, c'est que ça bouge vraiment vite. Tous les mois, tous les 6 mois, on a une annonce sur un nouveau masque qui sort. Alors les ordinateurs, et avec leur performance, je n'en parle pas, mais vraiment sur le côté masque, ça c'est quelque chose qui bouge énormément. Et on a des choses additionnelles comme par exemple des manettes, des gants, des choses qui vont nous donner du feedback, de l'haptique, qui vont être intéressantes aussi pour compléter encore plus l'immersion. Là, ce qui est vraiment intéressant dans cette animation que Qualcomm a fait, c'est qu'ils n'ont pas juste plongé l'utilisateur dans un environnement où on regarde, ils ont ajouté de l'interaction avec la commande vocale. Donc, puisque typiquement le but du jeu c'est de faire parler à un moment le patient,
pour voir si il n'a pas justement ce discours un petit peu différent. Donc on le fait parler, et donc dans l'animation, si vous avez regardé la vidéo, l'utilisateur qui a le masque lui demande de parler, et l'avatar va réagir. La personne lui demande aussi de lever le bras et va pouvoir cocher la case de paralysie du bras. Voilà, il va lui demander de sourire, donc pour voir aussi côté paralysie faciale. Donc on interagit directement avec l'avatar, et ça c'est typiquement avec du logiciel. La reconnaissance de la voix, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. Maintenant on l'a, et bientôt on aura plus encore. Donc ça c'est la technologie qui va vraiment faire le concept. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et celui-là il est vraiment important, parce que là, la technologie, nous on n'est pas responsable de la sortie d'un nouveau masque. On l'attend, on l'espère, et quand il arrive on l'utilise, mais voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, le deuxième point, c'est vraiment sur la scénarisation. Et là, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, donc les chirurgiens, les chercheurs, tous ceux qui touchent vraiment au sujet, donc typiquement des neurologues, vont vraiment avoir un rôle important dans la scénarisation de l'application, et qu'est-ce que je dois valider, qu'est-ce que je dois trouver, qu'est-ce que je dois faire dans l'animation. Et là, c'est assez intéressant, puisqu'on est sur un nouveau média qu'on connaît peu, et on a les mêmes réflexions qu'il y a un peu plus de 100 ans, quand le cinéma est créé et qu'on devait tout rescénariser. On connaissait tout de la scénarisation du théâtre. Il fallait l'appliquer à un nouveau média qui est le cinéma, avec des scènes coupées, des effets spéciaux, des choses différentes. Donc là, on est vraiment à retravailler un petit peu toute l'expérience. Et cette expérience, elle peut être des fois très réelle, parce qu'on a besoin d'être réel. Typiquement, là, on a besoin d'avoir ce côté vraiment ancré dans la réalité. Levez votre bras, souriez, parlez-moi, puisque c'est ce qu'on cherche à valider. Mais pour d'autres applications santé, on n'est pas obligé d'être dans le réel. Et il ne faut pas, d'ailleurs. Il y a en ce moment beaucoup de recherches sur la rééducation, sur les pathologies mentales, par exemple. Nous, on travaille en ce moment sur une animation un petit peu de rééducation santé mentale sur les troubles phobiques dans la schizophrénie. Là, le but du jeu, c'est de graduer la réalité, d'être dans un environnement réel. Mais si la personne a une phobie d'apparition démoniaque, on va lui faire apparaître des petits démons, on va lui montrer un petit peu ce que ça peut être, lui montrer comment réagir à un épisode phobique comme ça, donc elle peut contrôler, puisqu'elle sait que c'est virtuel. Mais donc on n'a pas besoin d'être dans le réel. Un petit peu de réel, un petit peu d'imaginaire. Donc voilà, là c'est un petit peu un mix. Et il y a des animations, des applications où là clairement il faut être dans le fantastique, il faut être dans le merveilleux. Il y a en santé toujours des applications vraiment concrètes sur la gestion de la douleur. Sur du post, du préopératoire, sur les grands brûlés, le changement des pansements sur les grands brûlés, c'est horrible, c'est une douleur atroce. En leur mettant un masque qui les envoie dans un environnement complètement imaginaire, on détourne l'attention et on réduit la douleur de X%. Donc voilà, donc cette scénarisation, est-ce qu'on est dans le réel, est-ce qu'on est un petit peu dans le côté imaginaire, est-ce qu'on est complètement dans l'imaginaire? Ça, il faut y penser, et c'est aussi un autre challenge. Et alors pour le côté formation médicale, alors là, typiquement, il faut être absolument dans le réel. Il faut que l'expérience qui est faite dans l'animation soit la même que quand on est en salle d'opération ou autre. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième et un quatrième. Et le troisième point, c'est la diffusion. Et là, dans le cas de cette animation contre l'AVC, ce qui est intéressant de savoir, c'est à qui va profiter cette animation. Et que, comme vous le dites, c'est pas forcément la personne qui vit directement l'AVC, mais peut-être plus à son entourage, peut-être vraiment l'entourage de cette personne. Comment reconnaître les signes sur quelqu'un qui a déjà fait un AVC, ou c'est des populations assez âgées, de ce que vous disiez. Et on sait que ces personnes ne vont pas d'elles-mêmes forcément aller télécharger une application ou quelque chose comme ça et le vivre. Donc il y a cette réflexion à avoir. Est-ce que c'est quelque chose dont la promotion est faite par le médecin? Est-ce que le médecin va dire, voilà, vous êtes à risque, j'ai un simulateur dans mon cabinet, est-ce que vous voulez le tester, ou testez-le, parce que ça va être important. Donc ça, c'est aussi vraiment un challenge, c'est à qui on le... Puis j'ai l'impression que ça peut aussi influencer la scénarisation. Exactement. Suivant, parce qu'à qui on parle, exactement. Pour la formation versus les proches, là, ça pourrait aussi... C'est exactement les questions qu'on se pose. À qui on parle, où? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire chez eux ou non dans des centres?
ça, c'est toutes les choses qu'il faut vraiment penser. Donc là, typiquement, je ne sais pas ce que vous pensez sur cette animation, mais peut-être c'est vraiment quelque chose qui est plus destiné à être organisé avec un médecin pour l'entourage d'un patient, peut-être. Où là, on est sûr qu'on va toucher une population cible plutôt que de le lancer. De toute façon, personne n'a de masque pour l'instant de réalité virtuelle chez lui, enfin, ou très peu en tout cas. Et s'ils les ont, c'est pas pour cette application, c'est plutôt pour du jeu vidéo ou des choses comme ça. Non, ils n'ont pas acheté pour une application santé, clairement. Donc ça, c'est aussi un challenge quand on réfléchit à ça. Et le dernier point, et celui-là, il est vraiment adapté aussi au monde médical, c'est sur la validation médicale et thérapeutique de ces applications. Dans le monde de la santé, quand on lance un produit, une nouvelle molécule, une nouvelle drogue, un nouveau médicament, tout est très codifié, c'est des process qui sont très longs, les études, on maîtrise très bien ça, mais c'est très coûteux d'une part, et très long. Comment on peut adapter ce système de validation, même si on met le coût de côté, comment on peut adapter ce système de validation thérapeutique, qui est très long, à des animations, à des technologies dont on sait qu'elles vont être dépassées d'ici 1 an ou 2. Comment faire qu'une étude pour un produit de santé qui est sur 10 ans, 15 ans, comment on va l'adapter à quelque chose qu'on peut avoir maintenant, parce que du développement ça prend du temps, mais pas autant que de faire des études de phase 1, 2, 3 ou 4 sur des produits de santé. Et comment on peut avoir cette réactivité sur un monde technologique qui évolue. Enfin, c'est fou, hein, la vitesse à laquelle ça va. Donc là, ça pose aussi des grosses questions sur le dépistage, mais sur le caractère thérapeutique que peuvent avoir certaines applications, typiquement la rééducation, vous en faites un peu. Il y a aussi des vraies pistes de recherche en ce moment thérapeutiques sur ça. Voilà, donc ce côté validation, c'est un petit peu le dernier point très médical qui est appliqué à la réalité virtuelle. Donc tous ces points, la technologie, la scénarisation, l'audience, et puis cette validation médicale, parce qu'on ne veut pas non plus faire n'importe quoi, c'est vraiment ce qui fait que derrière on est sur quelque chose, une application qui fonctionne réellement, qui va être diffusée, où on va être sûr que le message est retenu, et donc qui va avoir un réel impact, plus virtuel, mais voilà, vraiment réel dans des cas comme l'AVC. Okay. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions. Alors on va passer à la période de questions. Donc je sais pas, Mélissa, si tu en as déjà... On a une question de Julie Foy. Bonjour, à qui s'adresse cette application? La personne qui est en train d'avoir un AVC ne peut pas l'utiliser. Est-ce utilisé par les médecins pour de la sensibilisation? Je pense que c'est un petit peu ce qu'on disait là. C'est sûr que l'application telle qu'elle a été faite, là, c'est une application qui est assez générale, qui reprend un petit peu la campagne Vite ou Fast, là, qui donc étaient des campagnes de sensibilisation générale, plutôt en effet pour la population générale. Et donc ça reste, je pense pas quelque chose de très très ciblé là. C'est vraiment reconnaître les signes. Alors bon, il faut aussi qu'un professionnel de la santé reconnaisse les signes, là, mais je pense que c'est surtout pour la population générale c'est comme ça que je l'ai vu, l'application. Probablement pour rendre les choses plus concrètes que juste donner un acronyme qu'on oublie peut-être plus rapidement que si on l'a vu en tant que tel. Et du coup, maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on fait ça? Puisque ça demande du matériel, où est-ce qu'on va se former à ça? Moi, je vais rebondir dessus par rapport à la question justement des personnes à qui on le montre et dans quelles conditions, sur la notion de responsabilisation du coup des personnes qui utilisent cette application via la réalité virtuelle par rapport à quelqu'un qui regarderait simplement un message publicitaire dans son poste de télévision. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus forte responsabilisation de la personne, c'est-à-dire qu'elle se sent plus responsable d'aider et de reconnaître une fois qu'elle a vécu l'expérience immersive par rapport à juste le fait de l'avoir sur son poste de télévision? Est-ce que vous pensez que ça permet de mieux toucher les gens, non seulement dans la compréhension, mais aussi dans le rôle qu'il a à jouer pour la santé publique de manière générale? Je dirais que c'est une bonne question. Ouais. Moi, je connais personne encore de proches qui ont vu la réalité virtuelle, donc je ne sais pas s'ils changent leur comportement. Mais ce que je peux dire, c'est que les campagnes de sensibilisation plus traditionnelles ont
on le voit, on sent déjà les familles nous disent, je lui ai dit de lever le bras, puis j'ai vu que c'était faible, alors j'ai appelé l'ambulance, là, donc ça marche. Est-ce que quand ça va être plus immersif, ça va être plus efficace? C'est possible, mais bon, moi, j'ai aucune expérience là-dedans, fait que je crois pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont mis les lunettes pour tester ça, fait que je sais pas si ça, peut-être que dans d'autres applications, on voit que les gens se sentent plus responsables. Est-ce que c'est possible? Si on part du principe qu'on touche autant de monde avec une campagne print qu'une campagne de réalité virtuelle, je pense que l'immersion joue énormément. On est vraiment, c'est assez incroyable hein, quand nous on utilise ça sur des congrès médicaux ou des choses comme ça. La personne qui a le masque, une fois qu'elle le met, on a beau lui parler, elle nous écoute plus. Et on arrive à avoir 100% de son attention sur une petite période, 4-5 minutes quoi. Mais on a vraiment 100% de son attention dans ce nouveau monde parce que encore une fois, cet effet waouh. Ouais. Il capte l'attention complètement. Et la mémorisation de l'information, elle est majeure. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si bien en formation. Nous, on a travaillé sur le développement d'une petite séquence sur la chirurgie orthopédique où on apprend à poser une prothèse de genou. Et Emmanuel l'a essayé. Typiquement, je suis pas chirurgien, je crois que tu ne l'es pas non plus. On le fait une fois, 2 fois, on se rappelle complètement des étapes dans la chirurgie. Vraiment, sur les étapes, c'est important. Et donc, sur un acronyme comme ça, sur des choses à faire, en plus, il y en a 4, je pense que on serait sur quelque chose de vraiment impactant. Maintenant, encore une fois, c'est partant du principe qu'on touche autant de monde qu'avec une campagne traditionnelle. Puis peut-être qu'avec des applications, pas exactement celle-là, mais un peu différentes, où on va plus jouer sur la formation. Exactement. Là, ça peut être peut-être en effet très intéressant que les gens vont se sentir, je sais quoi faire. Parce que des fois, le gros problème en santé, quand on sait pas, on reconnaît peut-être une pathologie, mais on sait pas quoi faire, mais ça peut être très, un peu déstabilisant. Fait que de donner des outils, peut-être grâce à la réalité virtuelle, ils vont se sentir plus outillés pour réagir adéquatement, puis peut-être en effet se sentir plus impliqués dans les problèmes qu'ils vont rencontrer. Même si c'est au coin de la rue ou dans un hôpital. Et l'autre gros bénéfice de ça, c'est qu'on peut se tromper. Oui. Alors, sur un cas comme ça, où on diagnostique mal et on voit directement la conséquence malheureuse sur le patient, c'est bien quand ça arrive en réalité virtuelle, quoi. Et on peut repartir à zéro. Et on ne fera pas la même erreur. Et on la fera pas 2 fois. Chirurgie, c'est pareil. Si je fais quelque chose de mal et que j'ai un feedback, le feedback est très important. Si j'ai un feedback qui me dit non, c'est pas bon ou ça marche pas grave. On recommence. Et ça, en médecine, le fait de se dire vous pouvez vous tromper, c'est pas grave, c'est quand même une révolution. Hein. Ça arrive pas tout le temps, quoi. Donc, Il y aura une autre question de Geneviève Demey. Bonjour à vous deux, j'aurais une petite question. La réalité virtuelle peut-elle être introduite dans des campagnes de sensibilisation auprès des personnes âgées, dans des maisons de retraite, pour le personnel encadrant? J'imagine que ce sont ces personnes-là qui sont le plus touchées par les AVC. Donc, c'est ça, oui, on en a parlé un petit peu. Là, je pense que oui, en effet, l'AVC touche aussi les jeunes, et je pense qu'il faut réagir très vite quand c'est les jeunes, mais en effet, touche surtout un peu plus souvent les personnes âgées. Et bon, mon expérience de la réalité virtuelle, là, moi j'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais j'étais toute nauséeuse quasiment et étourdie. Là, avec, je sais pas très bien une personne âgée si comment ça se passe, la réalité virtuelle, mais certainement pour le personnel soignant, là, peut-être qu'en effet c'est des endroits qu'on pourrait cibler où il y a un plus haut risque, et donc ce serait plus intéressant que les gens soient plus formés, plus outillés pour réagir. Là. Mais je sais pas s'il y a de l'expérience sur la réalité virtuelle chez les personnes âgées. Là. Alors ça fait partie du challenge numéro 2 qui est la scénarisation. Si on veut vraiment tacler un petit peu l'objection de la nausée, des choses comme ça, il y a des choses où nous on sait exactement que des déplacements, des choses un petit peu les montagnes russes, ça on oublie quoi. C'est pas fait, on va mal le percevoir. La plupart moi j'aime pas par exemple, ça me rend malade. Donc on peut savoir vraiment ce qui va gêner ou pas. Donc ça c'est plus une objection. L'objection ici, c'est vraiment, si on a ciblé si on a notre population cible, où est-ce qu'on va les trouver? Et donc typiquement des centres. Et là, oui, on y arrivera. Clairement, c'est simple. Okay. Et moi, j'ai une question pour rebondir un peu dessus, puisqu'on parle effectivement, la réalité virtuelle, c'est une expérience relativement individuelle. Comme nous, on est dans un groupement qui touche la santé des populations en général. Comment est-ce qu'on pourrait faire si vous avez des idées, bien sûr,
pour toucher à plus grande échelle que l'expérience purement individuelle, pour en faire un outil de sensibilisation populationnelle et pas totalement individuelle. Est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient être faites? On parlait là de l'intégrer éventuellement dans les maisons de retraite ou dans peut-être des salons qui touchent des salons médicaux ou autres. Est-ce qu'il y a, comme par exemple, on a eu la dernière conférence c'était sur la prévention routière. Ça a été mis en ligne, l'application, même si évidemment c'est pas une application immersive, mais on peut quand même l'utiliser via YouTube, parce que voilà, il y a des choses qui pourraient être faites pour passer de l'expérience individuelle à l'expérience populationnelle, comme ça. C'est une question. Je pense qu'elle est liée avec votre première question de la responsabilisation. Là. Si les gens se sentent plus responsables, ils peuvent devenir des leaders pour transmettre l'information qu'ils ont reçue. Sans forcément que chaque personne fasse l'expérience, mais si on dit moi j'ai vu ça, fait que là maintenant je sais c'est quoi des signes d'AVC, puis c'est super important, on peut donner quelques chiffres à quel point c'est l'urgence de la prise en charge est importante, pour que ils disent si jamais toi tu vis ça, voilà les signes, puis fait que peut-être ça peut être une sorte de responsabilisation de transmettre l'information pour toucher plus de monde que. Puis bon, nous, on le voit quand le patient fait un AVC, là, ben, toute la famille, ensuite, elle sait quoi faire. Là. Et donc, c'est ce côté de toucher les personnes autour de nous. Puis je pense que si on a beaucoup de personnes qui touchent les personnes autour de nous, ben, ça peut faire boule de neige pour transmettre l'information. Ouais, et là, c'est exactement ça. Le rôle, l'ambassadeur, là-dedans, ça reste le médecin. L'équipe de professionnels de la santé. C'est vraiment par eux qu'on va pouvoir toucher les populations à risque, qui sont finalement les premières personnes à qui on doit parler, et puis leur entourage, et puis 2, après, passer vraiment sur la santé publique générale pour tout le monde. Mais donc ça passe vraiment par toujours imaginer la diffusion en pyramide avec le professionnel de santé en haut, qui a un rôle majeur dans cette communication, et puis 2, après, ça va être avec la technologie. On le voit maintenant, les smartphones commencent à intégrer des outils. Alors, la réalité virtuelle, ça se fait facilement sur smartphone. On voit que maintenant, il y a des modules de réalité augmentée. De plus en plus de gens l'utilisent, alors que ce soit pour la santé ou autre. J'ai eu il y a quelques jours Ikea qui vous permet de placer votre sapin de Noël avec de la réalité augmentée. Donc, si vous ne savez pas où le mettre, vous filmez chez vous, puis vous avez votre sapin. Donc, on va utiliser de plus en plus ces technologies. Donc, ça va venir. C'est comme il y a 20 ans ou il y a 10 ans, quand les premiers smartphones sont sortis et qu'on se disait mais pourquoi je téléchargerais une application ? Aujourd'hui, on se pose plus la question. Si on a besoin de quelque chose, on télécharge l'application. Donc, ça va venir. Mais il y a ce côté technologique qui est vraiment dépendant de cette diffusion, quoi. Je pense que des données ou dans d'autres mesures, on fait des apprentissages à l'école, on touche les enfants, qui fait que ça change toute la famille, là, le bac à recyclage, là, la pluralité qui est surveillée par les enfants, puis là les parents se mettent à l'utiliser plus. Fait que, je pense qu'il y a des choses, quand elles deviennent marquantes et que le message est bien ciblé et touche bien la personne, ça va aider ensuite à ce qu'elle le transmette autour d'elle. Avoir le bon ambassadeur. C'est ça. Mais donc d'où l'importance de bien cibler, puis de probablement, c'est ça l'information. C'est ça, donc pour résumer, pour que ça touche au niveau populationnel, la prévention vraiment en santé publique, du coup, il faudrait identifier des endroits où ça pourrait être pertinent de faire tester cette application pour que les personnes identifiées soient capables de transmettre l'information qui a un rayonnement plus important. Donc on parlait des écoles, par exemple, ça pourrait être effectivement une possibilité. Les enfants sont assez sensibles et assez sujets à transmettre l'information après aux parents. Je sais qu'en France, moi je l'avais vu sur tout ce qui était recyclage, où on expliquait aux enfants le recyclage, et donc les enfants ensuite grondaient les parents en disant faut pas faire ça. Donc ça pourrait être un axe de réflexion, par exemple, passer par les plus jeunes. Je crois qu'on a en parlant de ces ambassadeurs et de ces lieux de diffusion, il y a une autre question de Julie Foy qui dit: est-ce que c'est une technologie à portée de main des médecins? Y a-t-il des formations pour que les médecins puissent utiliser la réalité virtuelle et deviennent ces ambassadeurs nécessaires? Je ne suis pas une spécialiste de la réalité virtuelle, mais je pense que c'est surtout la disponibilité de la technologie plus que comment l'utiliser, là. Je pense que si on a un téléphone intelligent, on sait utiliser la réalité virtuelle, là. Mais par contre, c'est la disponibilité, puis probablement le temps, là, de nos jours. Vous savez que
on est de plus en plus pressé pour voir les patients le plus vite possible. Hein. Fait que la réalité virtuelle, ça prend aussi du temps. Donc, probablement que ce ne serait pas le médecin qui ferait lui-même ça dans son cabinet, mais qui pourrait peut-être référer ou avoir dans la clinique un espace pour ça. Certainement, je pense qu'en effet, ça rendrait peut-être aussi le message plus crédible s'il y avait un lien avec... parce que des fois, on ne sait jamais ce qu'on voit, là. Donc, c'est vrai que quand ce serait relié avec son médecin, peut-être ça aurait un message encore plus... c'est peut-être plus fort, là, j'imagine. Là, mais c'est ça. Je ne pense pas que ce serait dans le cabinet du médecin, mais certainement qu'il peut y avoir un lien pour l'utiliser, là, et puis pour le faire le plus publiciser, je dirais. Oui, c'est ça. Alors moi j'ai une autre question, parce que là l'application SyncFast, elle est vraiment, on se place en tant que témoin, on ne vit pas, les symptômes de l'AVC. Est-ce que c'est envisageable, on a vu que la technologie évolue vite, est-ce que ce serait envisageable d'ici quelques temps d'avoir le même type d'application où on pourrait ressentir, alors, évidemment, j'imagine que ça ne va pas nous générer une paralysie faciale ou côté torture. Ouais, voilà, mais est-ce que ça pourrait être sur certaines sensations, on parlait des gants notamment, voilà, est-ce que ça peut être envisageable un jour que ce type d'application-là soit développée? Eh ben, clairement, et là encore une fois c'est la technologie, mais la prochaine grosse révolution de la réalité virtuelle, c'est probablement ça, c'est probablement tout ce qu'on appelle l'haptique, donc c'est le feedback qui vient du monde réel. Aujourd'hui, à peu près le seul sens qu'on utilise quand on met un masque, c'est la vue. On est complètement immergé dans un nouvel environnement, et on le regarde, on le contemple. Et c'est déjà énorme. C'est déjà, l'expérience est déjà vraiment marquante. Maintenant, quand on pourra avoir d'autres stimuli extérieurs, comme une sensation de le toucher, quand on pourra avoir du froid, du chaud, même picotements, des choses, du poids, des textures, là on sera un pas de plus dans l'immersion totale. Et donc il y a des sociétés qui travaillent en ce moment sur ça. C'est vraiment de la recherche et développement, mais encore une fois ça va très vite. Et typiquement il y a des gants qui existent avec donc des retours haptiques où on a des sensations sur la pulpe des doigts, on a des retours de force. Si là j'ai mon masque et je suis dans mon environnement virtuel et que je vois un gobelet et que je le prends, le gant va se bloquer sur la forme du gobelet et je vais avoir l'impression d'avoir un solide dans ma main qui a exactement la forme, la chaleur si c'est un café chaud, la texture un peu carton, et donc je vais pouvoir avoir de plus en plus ces éléments qui vont me permettre de me dire ouais, je suis même plus dans du virtuel là. Je vais de plus en plus vers le côté très réel. Donc oui, ça va venir. C'est clairement, mais là c'est la dépendance à la technologie. On attend vraiment tous les. En réadaptation, je pense aussi, hein, c'est d'assister le mouvement en utilisant le bras controlatéral où il y a en effet des choses physiques qui se font. Hein. Clairement. Donc possiblement que ça va arriver. Il y a beaucoup de recherches sur le membre fantôme, oui, ce genre de choses qui sont très prometteuses. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des projets qui sont faits dans les centres de recherche avec des solutions un petit peu, je dirais, faites maison. C'est un peu ça, quoi. Mais oui, ça va avec une plus grosse diffusion de ce matériel, du hardware, vraiment. Ouais, on pourra imaginer ça un peu partout. Alors moi je vais juste revenir, on en a parlé un petit peu, mais là je voudrais vos deux avis sur les limites justement de la réalité virtuelle dans la problématique de l'AVC, donc de la sensibilisation aux signes de l'AVC. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit au niveau purement technologique ou au niveau peut-être plus physiologique, sur les limites de la réalité virtuelle dans la sensibilisation aux symptômes de l'AVC? Est-ce que vous avez Je pense qu'une des choses qu'on parlait, c'était de transmettre à le plus de gens possible. Hein. La réalité virtuelle cible encore certaines personnes qui sont ouvertes aux nouvelles technologies, qui sont prêts à vivre ce genre d'expérience. Et donc, l'AVC touche n'importe qui, n'importe où. Là. Et donc, c'est vrai que les campagnes traditionnelles ont plus la capacité d'aller chercher les gens un peu n'importe qui, n'importe où. Là. Mais la réalité virtuelle, par contre, pourrait avoir le côté intéressant justement d'aller dans des endroits où on peut... des leaders qui, eux, vont transmettre l'information ou des endroits plus à risque.
peut-être, mais je pense que c'est une des limites en tout cas actuelles. Puis bon, comme on parlait des personnes plus âgées, là, bon, c'est peut-être juste un préjugé. Là, il y a beaucoup de personnes âgées maintenant qui se mettent aussi aux nouvelles technologies, mais c'est pas toujours facile. Quand on a des difficultés motrices, des difficultés cognitives, c'est pas toujours facile de vivre ce genre d'expérience, là. Donc peut-être que c'est des limites actuelles, en tout cas que dont moi je vois. Non, je suis assez d'accord. La diffusion, c'est clairement un challenge, puisque sur une campagne de sensibilisation, le but du jeu, c'est de parler au plus de monde possible. Donc oui, clairement, quand on est un peu bridé par ce côté assez lourd de la technologie, ça peut jouer. Et l'autre point que je mettrais moi, c'est la validation du contenu médical. Il faut qu'on soit sûr que le message soit le bon, quoi. Puisqu'encore une fois, on peut tout faire, puisqu'on est dans un monde virtuel, donc on peut vraiment tout faire. Comment on fait pour être vraiment certain que on dit exactement les bonnes choses et qu'on enclenche derrière la bonne réponse. La bonne réponse, si c'est l'urgence, c'est de diagnostiquer avec des étapes assez simples et après c'est l'urgence. Bon, comment on fait pour que on coche toutes les cases, quoi. Vraiment le contrôle de ces 4 points vite et le lancement de l'appel aux hôpitaux, enfin, aux services d'urgence, quoi. Je pense qu'en formation, ça pourrait être là, très intéressant. En effet, il faudrait un bon contrôle, mais tu sais, dans les facultés de médecine, il y a beaucoup de simulations. Là, on demande à des vrais patients de venir, de jouer, et ça donnerait un côté peut-être plus facile. Plus, et là, ça pourrait être toucher une population qui va devoir savoir s'occuper de ce genre de situation, qui va en voir. C'est vrai. Donc, juste pour résumer un petit peu là, de ce qui est ressorti, donc, sur l'intérêt de la réalité virtuelle dans la prévention, enfin pas vraiment dans la prévention, mais dans la sensibilisation aux signes précoces de l'AVC. Les enjeux maintenant sont vraiment les enjeux de diffusion pour que ces applications soient réellement efficaces. Si elles prouvent leur efficacité à petite échelle, il faut pouvoir réfléchir à comment la rendre disponible plus facilement à tous pour que l'impact soit réel. C'est bien ça? Ok. Merci à vous. Merci. Merci.